Comment et pourquoi créer une banque en RDC? C'est notre tout premier sujet. Ce sera débattu avec le professeur docteur Daniel Djidi Ndjongambolo. Monsieur le professeur, c'est un réel plaisir, encore une fois, de vous retrouver dans Kindirect. Bonsoir mon cher Gaëtan, le plaisir est largement partagé. Et bonsoir à tous ceux qui nous suivent ce soir encore une fois. Merci d'être là, monsieur le professeur. L'autre fois, on parlait encore d'une thématique très, je dirais, scientifique. Cette fois encore, on y revient, mais pour parler des banques. Tout à fait. Alors, à quoi ça sert d'abord une banque, monsieur le professeur? C'est une très très bonne question. Ouais. Une très très bonne question. Alors, vous avez déjà commencé à évoquer ce qu'on avait dit la semaine dernière. On a parlé du droit des affaires, une thématique générale et qui englobe plusieurs branches du droit. Et aujourd'hui, vous parlez des banques, eh bien, on parle du droit bancaire. Donc, on entre vraiment dans le secteur spécifique, d'accord, de cette activité-là. Alors, une banque, ça sert à quoi? Ça ne sert pas à fabriquer les automobiles. Bon, on va dire pas directement, d'accord? Une banque, ça accorde des crédits aux ménages et aux entreprises, d'accord? Donc, les ménages, lorsque vous voulez acheter, par exemple, un véhicule et que vous n'avez pas de fonds propres, vous pouvez aller à la banque, emprunter de l'argent et financer l'achat de votre véhicule. Alors, vous pouvez avoir une activité économique à exercer. Vous voulez créer, par exemple, une boîte dans l'agroalimentaire et là, vous n'avez pas de fonds propres, vous pouvez demander un prêt à la banque pour financer votre activité. Donc, la banque, ça sert vraiment à financer le développement économique. Et la banque permet aussi, octroie également à ses clients des moyens de paiement. Par exemple, une carte de crédit, un chéquier. Voilà, en résumé, à quoi sert une banque. C'est vraiment pour financer les activités économiques, financer la consommation, d'accord? Et tout ça, c'est lié. Donc, lorsque vous avez une production des biens ou des services, d'accord, qui est financé par une banque, vous avez des produits, des services qui sont sur le marché. Et lorsque vous avez des ménages qui ont des crédits pour acheter ces produits-là, eh bien, ça booste l'économie. D'accord? Donc, la banque, c'est un élément essentiel dans le développement économique. Donc, justement, ce sont là les principaux avantages et bénéfices que l'établissement de nouvelles banques, on va dire, pourrait apporter à l'économie en RDC. Exactement. Alors, une nouvelle banque en RDC, ça permet justement de contribuer à financer le développement économique. D'accord? Ça, c'est du point de vue économique. Eh bien, du point de vue des actionnaires, eh bien, une nouvelle banque, comme nous sommes dans un secteur profitable, c'est-à-dire que les banques sont rentables, d'accord? Pour les actionnaires, c'est vraiment un des secteurs importants, intéressants pour s'enrichir. Bon, le terme s'enrichir, ce n'est pas péjoratif, d'accord? Mais lorsqu'on crée une entreprise, on ne s'attend pas à réaliser des pertes, même si lorsque les pertes sont réalisées, on les assume. Donc, mais l'avantage, c'est que c'est un secteur qui est très lucratif, d'accord? Parce que les taux d'intérêt sont très élevés pour les actionnaires, pour les banques qui prêtent de l'argent ici. Dans la pratique, on est dans, selon la négociation qui est menée entre la banque et le client, ça varie entre 12, ça peut aller jusqu'à 18%, mais au-delà, c'est excessif. Donc, c'est pour dire que l'avantage pour les actionnaires, c'est que c'est un secteur rentable, et pour l'économie, c'est un acteur, si une nouvelle banque qui rentre dans l'économie, c'est un acteur supplémentaire pour soutenir le développement économique. Est-ce qu'il y a un lien entre l'établissement des nouvelles banques ou des banques et la question de sécurité nationale, de sûreté, aussi parce que souvent on dit en RDC, on n'a presque pas de banques 100% congolais, on a des banques tenues par des étrangers, finalement en représailles, on peut être mis à mal par les pays qui nous en voudraient. C'est une inquiétude fondée. Alors, ça dépend. Évidemment, il faut savoir qu'une banque installée en RDC, constituée selon les lois congolaises, est une banque congolaise. D'accord? Ça, c'est la première chose à retenir. C'est une banque congolaise. Maintenant, oui, on peut aller regarder du côté de l'actionnariat. D'accord? Alors, si elle est détenue en majorité par un actionnaire étranger, eh bien, elle a le contrôle sur cette banque-là, mais
Ce n'est pas qu'il pourra décider du jour au lendemain de fermer la banque, d'autant plus que nous avons une autorité de régulation, qui est la Banque centrale. D'accord? Donc, une banque ne peut pas se créer comme ça et puis, du jour au lendemain, mettre la clé sous la porte avec l'épargne de ses clients. D'accord? Donc, il y a une réglementation. Donc, il y a une réglementation. Je prends le cas. Aujourd'hui, on a Equity, oui. Equity BCDC, donc qui était BCDC auparavant, racheté par Equity, qui est une banque kenyane. Oui. D'autres personnes disaient on est à l'EAC. Bon, il y a beaucoup de politiques qui rentrent dans cette question, monsieur le professeur, vous sauriez faire la démarcation. Oui. Alors on dit, mais un jour, les Kenyans qui sont dans l'EAC, ils sont pro-Rwanda, etc. Si ils nous en veulent à un moment donné, ils pourraient fermer leur banque. Ouais. Est-ce que ça peut arriver, ce genre de choses? Alors, évidemment, je n'aborderai pas les aspects politiques de ces questions-là, mais comme je le dis, il y a toujours de risques, d'accord, dans tout secteur d'activité. Mais le plus important, c'est savoir ce que nous, on fait en tant qu'autorité de régulation, c'est-à-dire la Banque centrale, qui régule vraiment de manière très restrictive et très contraignante ce secteur d'activité-là. Donc pour moi, je dirais peut-être avoir une inquiétude politique ou quelque chose, mais sur le plan juridique, je ne vois pas d'inquiétude. Comme je venais de le dire, une banque qui est créée ici est une banque congolaise, d'accord, de par le principe juridique, c'est-à-dire qu'elle est de nationalité congolaise. C'est une personne morale qui doit être constituée selon les lois de la RDC. Donc c'est une banque qui est soumise à la loi congolaise. Justement. D'accord. Merci de nous donner ces assurances, monsieur le professeur. Et quel est donc le cadre légal à considérer lorsqu'on veut créer une banque aujourd'hui en RDC? C'est une très bonne question. Et évidemment, le cadre légal, il y a quand même beaucoup de dispositifs juridiques qui réglementent les activités bancaires ici en RDC. On va peut-être en citer 5 principaux, d'accord, dispositifs juridiques. D'abord, on a parlé la semaine dernière de l'acte uniforme au radar, sur les sociétés commerciales, qu'il faut considérer lorsqu'on veut constituer la banque, d'accord, qui est une société commerciale, si on parle des banques commerciales, évidemment. Donc, il faut considérer l'acte uniforme au radar, donc sur la société commerciale et le groupement d'intérêt économique, qui fixe aussi les modalités d'immatriculation au registre du commerce et du crédit immobilier, le RCCM, d'accord. Ça, c'est le premier cadre de base, d'accord, sur le plan communautaire. Deuxième cadre, évidemment, ça sera la loi. Il y a la loi, si j'ai bonne mémoire, du 27 décembre 2022, relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, qui fixe la condition d'agrément pour exercer l'activité bancaire en RDC. Donc, il faut être agréé par la Banque centrale pour pouvoir exercer son activité ici chez nous. Et puis, il y a une autre loi de la même date, mais c'est la loi de lutte contre le blanchiment des capitaux et les activités liées au terrorisme. Donc cette loi-là impose un certain nombre de procédures que les banques, c'est-à-dire les assujettis dans leur ensemble, dans l'ensemble, doivent respecter pour pouvoir détecter et signaler les activités liées au blanchiment des capitaux. D'accord ? Il y a des banques qui ont été accusées justement de favoriser le blanchiment de capitaux. Alors, nous avons un cadre légal qui permet justement d'encadrer ce genre de situation. Il y a même une cellule, la CNRF, qui s'occupe de ça. Exactement. D'accord. L'autre cadre, à mon avis, important, ça sera la loi sur le fonctionnement et l'organisation de la Banque centrale. Parce que c'est l'autorité de régulation. Donc, il faut savoir avec qui vous avez affaire. Donc, la Banque centrale peut, par exemple, demander à une banque de lui donner des informations sur quelque chose, sur une opération, sur une situation. On ne peut pas lui opposer le secret professionnel, d'accord ? C'est une autorité de régulation. Donc, il faut maîtriser, connaître ce cadre-là. Et puis, il y a une nouvelle instruction, enfin, il y a une modification. L'instruction 18, modification 3, du 4 juillet 2023, sur les conditions d'agrément des établissements de crédit. Alors, il faut savoir que la banque fait partie de ce qu'on appelle les établissements de crédit. Et cette instruction-là de la Banque centrale détermine les conditions, justement, d'obtention de l'agrément de la banque, des administrateurs, des dirigeants, des personnes responsables des fonctions sensibles et des personnes qui sont chargées de contrôle interne des banques.
Donc ça, c'est vraiment, on va dire, les 5 dispositifs majeurs lorsqu'on veut entrer dans le marché, dans le secteur bancaire. On doit absolument connaître ces dispositifs-là pour pouvoir entamer la constitution d'une banque en RDC. Professeur, quels sont donc, d'après vous, ces aspects de l'environnement économique et financier de la RDC qui pourraient favoriser ou limiter même le développement de nouvelles banques? Alors, évidemment, je pense qu'on a évoqué, vous m'avez posé la question la dernière fois, liée au climat des affaires. D'accord? Alors, d'une manière générale, ça pourrait être justement ces éléments-là, parce que comme j'avais dit, il y a plusieurs facteurs qui rentrent dans ce concept de climat des affaires. D'accord? Alors, il faut savoir que chez nous, le taux de bancarisation est très faible. Hein, justement, c'est un facteur qui pourrait dissuader, par exemple, les banques à pouvoir s'installer, mais ce qui favorise et même le développement. La culture bancaire est oui, vraiment, exactement. n'est pas ancrée dans tous les esprits aussi. Tout à fait, mais c'est une question d'éducation. Parce qu'il faut comprendre comme l'importance de la banque, c'est vraiment un instrument de soutien important pour le développement économique. Donc, si aujourd'hui, vous voulez financer une activité, c'est recommandé parce que même s'il y a d'autres circuits de financement aujourd'hui qui s'adaptent justement à ce marché qui n'est pas assez bancarisé, mais ce sont des microfinances, des microcrédits, c'est très limité pour vraiment financer les projets d'envergure. Donc, c'est peut-être ce facteur-là, mais il peut être, on va dire, résolu avec une éducation importante de la population pour que les gens comprennent l'importance d'ouvrir un compte bancaire et puis d'avoir un fonctionnement transparent par rapport à ses finances pour pouvoir évidemment se développer de manière sereine. D'accord? Mais évidemment, pour ce qui est du climat des affaires, on doit tenir compte de plusieurs facteurs pour pouvoir permettre à toutes sortes d'entreprises d'évoluer dans un climat prospère. D'accord? Voilà. Alors, quelles sont maintenant les conditions de fond et de forme requises pour la création d'une banque en RDC? Oui, évidemment, c'est comment créer et pourquoi. Évidemment, ça prend des conditions à respecter et c'est une très bonne question que vous me posez là. Je parlerai d'abord des conditions de fond. Alors, il y en a, pour moi, 5 principales conditions à retenir. D'accord? Et la première condition, et ça, c'est lié à la nouvelle réglementation de la Banque centrale de 2023. Eh bien, pour constituer une banque aujourd'hui en RDC, il faut au moins 4 personnes, 4 actionnaires minimum. Personne physique ou personne morale. D'accord? Ça, c'est la première condition. Et la deuxième condition, il faut évidemment que ces actionnaires détiennent au moins 15% du capital social de cette banque-là. Alors, si au jour d'aujourd'hui, il y a des actionnaires des banques qui détiennent moins de 15%, ou 10%, 13%, eh bien, c'est à corriger, d'accord? Il faudrait se conformer à cette instruction de la Banque centrale. C'est la deuxième condition essentielle. La troisième condition, eh bien, c'est que ces personnes-là, actionnaires, ne peuvent pas être avec d'autres personnes dont il y a un lien de parenté, c'est-à-dire des personnes apparentées, ce qu'on dit, et ces personnes actionnaires ne peuvent pas avoir des parties liées, d'accord? Ça veut dire tout simplement il faut éviter qu'un actionnaire ait le contrôle sur un autre, d'accord, pour constituer une banque. C'est-à-dire chaque actionnaire doit avoir une autonomie, une indépendance importante. C'est dans le cas des groupes de sociétés, des filiales, on va éviter qu'une filiale et sa mère deviennent actionnaires d'une banque, d'accord? L'autre condition, c'est la forme juridique des banques. Alors, pour constituer une banque en RDC, il y a une forme qui est imposée par la Banque centrale et c'est la société anonyme avec conseil d'administration. Et il faut évidemment au moins 4 actionnaires, comme on vient de le dire. D'accord? Et donc, ça, c'est la 4e condition. La 5e condition, et pas la moindre, c'est le capital social minimum. Il faut savoir qu'avant, là, on était à l'équivalent en francs congolais de 30 millions, d'accord, libérés entièrement. Ça veut dire qu'il faut que ça soit libéré cash en totalité au moment de la constitution de la banque. Mais aujourd'hui, il faut compter 50 millions. Donc, il y avait un moratoire depuis 2020, parce qu'à cause de la Covid,
de cette pandémie. Bon, vous excusez, nous, au Québec, on parle de la Covid. Ailleurs, on parle du Covid. Donc, ça passe. Le Covid, la Covid, voilà. Ils donc, sont tous acceptés. Ça a été, donc, à partir du 1er janvier 2025, là, eh bien, c'est 50 millions de capital minimum libérés entièrement. D'accord? Donc, aujourd'hui, si quelqu'un veut constituer une banque, on va lui demander tout simplement de disponibiliser ce montant-là, minimum de 50 millions. Bien sûr que la Banque centrale, en fonction de risques, peut évidemment exiger un montant plus élevé, d'accord, au moment de la constitution de la société. Alors, quelles initiatives politiques, je vais dire, qui pourraient être mises en place par le gouvernement afin de faciliter la création et la croissance des banques ici en RDC, monsieur le professeur? Donc le gouvernement, qu'est-ce qu'il peut faire en réalité pour essayer de favoriser la création et le développement de nouvelles banques? Alors, le gouvernement, évidemment, fait beaucoup. Des initiatives, oui. Oui, des initiatives. On va pas peut-être se focaliser sur un secteur en particulier, d'accord? Et il faut savoir qu'il y a un dispositif en RDC, le Code des investissements, d'une manière générale. Bien sûr que certaines activités sont exclues de ce Code des investissements-là. Donc, mais qu'est-ce qu'on peut favoriser? Enfin, il y a, par exemple, l'installation, d'accord, des banques dans les zones rurales, dans les zones reculées, où il y a des avantages. Ah, d'accord. Évidemment, il y a des avantages pour une banque qui, aujourd'hui, va s'installer, par exemple, dans le Sankourou. Il n'y a pas... à Lumumbaville, par exemple. Chez vous, là-bas. Voilà, chez nous, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau. Oui. Alors, si vous allez dans un tel coin pour pouvoir vous installer, évidemment, on va penser à vous. Enfin, il y a la loi met en place un certain nombre de mécanismes qui avantagent l'installation dans ce genre d'endroits sur le plan fiscal. D'accord? Le gouvernement fait quand même déjà pour faciliter le développement des banques dans notre pays. On peut encore mieux faire, d'accord? Mais à part, voilà, il y a des mesures incitatives qui peuvent toujours être mises en place en fonction des priorités, d'accord, des actions gouvernementales. Et là, je ne peux pas rentrer dans le secret du gouvernement. C'est par rapport aux priorités que l'État se fixe pour dire nous voulons développer ce secteur, nous voulons mettre l'accent sur telle chose. C'est à partir de là qu'on arrive à à concevoir des politiques ou des mesures incitatives. Voilà. J'ai un jour suivi un médecin, monsieur le professeur, j'aimerais écouter votre avis. Il disait à peu près ceci. En tout le temps, on pense développement à travers les mines, justement à travers le sous-sol. Pour lui, les secteurs bancaires en soi peuvent nous aider à créer une nouvelle classe moyenne de la population, notamment en créant une banque agricole qui va prêter pas de l'argent comme ça, mais donner les moyens aux agriculteurs ou aux entrepreneurs, en tout cas, afin qu'ils cultivent le sol et remboursent finalement. Et alors, il dit qu'il faut créer des taxes payeurs. Alors, vous, en tant que juriste, bon, je sais que vous n'êtes pas économiste, mais comment voyez-vous cela? Oui, évidemment, c'est une très bonne idée. D'ailleurs, il y a un mécanisme qui existe, vous voyez, lorsque vous parlez du milieu rural ou du développement des activités agricoles, parce que nous avons des terres vraiment très fertiles ici. Je pense qu'on peut miser aussi sur l'agriculture et ça fait partie, je pense, de priorités du gouvernement de pouvoir encourager le développement des activités dans ce secteur-là pour atteindre éventuellement ou ce qui est souhaitable, l'autonomie sur le plan alimentaire. Alors, évidemment, on peut créer des coopératives agricoles et qui peuvent être financées par des coopératives financières, par exemple. D'accord? Donc, il faut travailler là-dessus. C'est vraiment une idée qui peut bien marcher parce qu'avec une coopérative agricole, évidemment, on va aller dans le financement, dans le soutien des paysans. D'accord? Et la coopérative peut leur permettre de pouvoir racheter la production et les aider à améliorer leur niveau de vie. Alors avec une banque financière qui serait spécialisée justement dans ce secteur d'activité, et ça apporterait un soutien financier important pour développer ce secteur. Donc je pense qu'on peut réfléchir dans ce cadre-là. Pourquoi pas un projet de loi, pourquoi pas une initiative parlementaire ou gouvernementale pour essayer de booster, d'encourager en tout cas, ça prend un encadrement et un dispositif pour booster
ce type de développement-là particulier. J'ai une question de fin, c'est une question résumée en tout cas. Oui. Pourquoi faut-il créer une banque en RDC? Alors, je pense que je disais un peu à l'introduction, je ne vais peut-être pas revenir là-dessus, mais pourquoi créer une banque? C'est pour soutenir le développement, d'accord? Alors, les conditions que j'ai énumérées tout à l'heure, sur la création, enfin les conditions de fonds. D'ailleurs, vous m'avez posé également la question sur les conditions des formes. J'ai peut-être profité pour revenir là-dessus. La forme, c'est évidemment constituer, créer les statuts. Il faut vraiment, une fois qu'on s'est rendu compte qu'on remplit toutes les conditions de fonds fixés par la Banque centrale, il faudrait maintenant travailler sur les statuts. Et les statuts de la banque, il faut faire très attention. Il faut s'assurer qu'on respecte toutes les exigences justement de la Banque centrale en termes de gouvernance de ce type d'entreprise-là. Et une fois que c'est constitué, on va aller s'immatriculer au RCCM. Alors, pour avoir la personnalité juridique, mais ça ne permet pas d'exercer ces activités. Il faut avoir l'agrément. Et c'est là qu'il faut aller auprès de la Banque centrale pour déposer la demande d'agrément, constituer le dossier et déposer l'agrément. Et ça prend une expertise très, très spécifique pour bien constituer ces dossiers-là. Parce que la Banque centrale, elle a 90 jours pour répondre, pour décider. Mais si le dossier n'est pas complet et qu'on vous demande d'autres documents, ça allonge le délai. Donc, c'est important de s'assurer qu'on a bien préparé les choses pour se présenter auprès de la Banque centrale. C'est dès qu'on a l'agrément qu'on va pouvoir exercer ces activités. Alors, pourquoi l'importance, évidemment, c'est lorsque la banque, elle existe et exerce légalement ses activités, donc elle rentre sur le marché, elle peut commencer à financer les activités. Alors, l'autre élément important que j'ai peut-être complété par rapport à cette question, c'est que les conditions que je viens d'énumérer ne sont pas inaccessibles, d'accord? Lorsque vous parlez de la classe moyenne, je pense que au jour d'aujourd'hui, il est possible d'avoir des banques congolaises détenues majoritairement par des Congolais, d'accord? Et comme je disais, c'est un secteur qui est rentable parce qu'il y a non seulement les frais de gestion de compte, les commissions sur les différentes opérations, mais aussi le taux d'intérêt. Voilà, donc ça permet d'enrichir, si c'est des Congolais qui détiennent la majorité, ça permet de les enrichir. Et donc, ça contribue à la création de cette classe moyenne. Justement. En conclusion, monsieur le professeur, auriez-vous des recommandations de messages clés à adresser soit aux investisseurs qui sont intéressés par la création d'une banque ou aux autorités qui régulent ce secteur financier en RDC? Oui, j'encouragerais les Congolais, en tout cas, à investir dans ce secteur-là, non seulement pour s'enrichir, mais pour vraiment soutenir le développement du pays. Et comme je dis, avec un capital minimum fixé à 50 millions de dollars, je ne pense pas qu'ici, on manque des gens qui ont cette somme-là. C'est-à-dire que vous mettez, il faut avoir cette culture de se mettre en groupe, ensemble, pour pouvoir se développer. Lorsqu'on veut s'enrichir collectivement, ça prend ce genre d'initiative. Et on peut créer des banques de développement, des banques, comme vous avez dit, pour soutenir les activités dans les provinces, dans les territoires. Et je pense que c'est le message que je pourrais lancer aujourd'hui, parce que les gens ne se lancent peut-être pas, parce qu'ils se disent qu'il y a, je ne sais pas, c'est un mystère autour de la banque. Ben, la banque, c'est... Parce qu'il y en a qui ont fait faillite aussi, il y a des épargnes, des coopératives, tout ça, qui des fois font faillite, dont on ne revoit plus les initiateurs ou les actionnaires. Oui, c'est ça, il y a un risque, c'est pour ça que l'autorité des régulations est là, pour s'assurer non seulement de la compétence des gestionnaires ou des administrateurs, mais aussi de la probité de ces gens-là qui gèrent ou qui créent les banques ou les activités financières en RDC. Donc c'est important. Moi, ce que je dirais, c'est encourager l'investissement dans ces secteurs-là. C'est rentable et en plus, ça sert à soutenir le développement du pays à travers les prêts à la consommation et aux entreprises. Voilà, c'était le professeur Daniel Djedine Djongambolo Orongue, professeur des universités, professeur à Montréal, professeur à l'université ici en RDC, Sankourou. Exactement, oui. Et avocat d'affaires, oui. senior, au sein du cabinet d'avocats d'Adwolf RDC. Oui. Et c'est toujours un plaisir, cher Gaëtan, de répondre à votre invitation. Merci beaucoup d'être passé à nouveau sur ce plateau. Voilà. On va rester ensemble, Kinshasa Direct se poursuit. On va recevoir à présent un analyste politique, Herman Toumba, pour parler de la sortie du prochain gouvernement, mais également de la situation
ministère des Finances, notamment les cas des surfacturations dénoncés par les médias.